C'est fini, Odette. Ne prends même pas la peine de venir, il est déjà trop tard. Il est en cendres. La voix de Nathalie, ma belle-fille, a claqué dans le combiné comme un coup de fouet. Froide, tranchante, sans une once de tremblement. Elle n'a pas dit « Bastien nous a quittés ». Elle n'a pas dit « Ton fils est mort ». Non, elle a utilisé ce mot « cendre », comme pour effacer son existence, pour me dire que je n'avais plus rien à toucher, plus rien à pleurer. Je suis restée là debout dans ma cuisine à Lyon, avec le combiné encore collé à l'oreille. Le café finissait de couler dans la machine, ce bruit de glouglou si banal, si quotidien, alors que mon monde venait de s'effondrer, en une fraction de seconde. 5 ans. Cela faisait 5 ans que je n'avais pas entendu la voix de mon fils Bastien, autrement qu'à travers des messages froids sur un écran ou de courts enregistrements vocaux. Et maintenant, on me disait qu'il n'était plus qu'une poussière grise, dans une boîte en métal. Je n'ai pas réfléchi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mes clés de voiture sur le carrelage. J'ai attrapé mon manteau, celui que Bastien m'avait offert pour mon 65e anniversaire, et je me suis précipitée dehors. Le ciel de Lyon était d'un gris de plomb lourd, étouffant. J'ai conduit jusqu'au funérarium comme une automate, les yeux brûlants mais sans une larme. Je ne pouvais pas pleurer. J'étais dans un état de choc si profond que mon cerveau refusait de traiter l'information. Quand je suis arrivée devant le bâtiment austère, j'ai vu la silhouette de Nathalie, ma belle-fille, sur le perron. Elle portait un tailleur noir impeccable, pas un cheveu ne dépassait de son chignon serré. Elle discutait avec 2 hommes en costume, sans doute des employés des pompes funèbres. Elle n'avait pas l'air d'une veuve éplorée. Elle avait l'air d'une femme d'affaires qui venait de conclure une transaction importante. En me voyant sortir de la voiture en trébuchant, elle a croisé les bras sur sa poitrine, un sourire presque imperceptible au coin des lèvres. « Je t'avais dit de ne pas venir, Odette », a-t-elle lancé d'une voix forte pour que tout le monde entende. « Pourquoi infliger ça aux amis de Bastien ? Ta présence est une insulte à sa mémoire. » Je me suis arrêtée net à quelques mètres d'elle. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes tempes. « Où est-il, Nathalie ?» ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure brisé. « Où est mon fils ?» Elle a désigné de la main une petite urne en marbre posée sur un guéridon à l'intérieur du hall. « Là, comme je te l'ai dit, il a été incinéré il y a 2 heures. C'était sa volonté. Une cérémonie intime, sans drame. Sans toi, le monde a vacillé autour de moi. Il y a 2 heures, mais... La loi impose un délai, Nathalie. Pourquoi cette précipitation? Je suis sa mère. Elle a fait un pas vers moi, réduisant la distance pour que seuls nous 2 puissions entendre ses paroles venimeuses. Sa mère, a-t-elle sifflé? Tu n'es qu'une ombre qu'il essayait d'oublier depuis 5 ans. Tu as passé 5 ans à l'ignorer, à ne jamais répondre à ses appels au secours, à le laisser mourir de chagrin, parce que tu ne supportais pas qu'il ait refait sa vie avec moi. Tu n'as pas le droit de jouer les mères éplorées aujourd'hui. Chaque mot était un mensonge, une distorsion de la réalité, si brutale que j'en ai eu le souffle coupé. « C'est faux !» ai-je crié, attirant les regards des quelques personnes présentes. C'est lui qui ne me répondait pas. J'ai envoyé des centaines de messages, Nathalie des milliers. J'ai appelé tous les jours jusqu'à ce que mon numéro soit bloqué. Nathalie a poussé un soupir théâtral se tournant vers ses amis. Vous voyez, elle recommence ses délires. C'est triste, vraiment. La sénilité n'excuse pas tout. Puis, revenant vers moi, elle a ajouté d'un ton glacial. « Pars d'ici, Odette, tout de suite. Sinon, je fais appeler la sécurité. Tu as assez fait de mal à Bastien de son vivant, fiche-lui la paix maintenant qu'il est mort. » J'ai regardé autour de moi. Les amis de Bastien, ou du moins ceux que je reconnaissais à peine après toutes ces années d'isolement, détournaient les yeux. Ils croyaient sa version. Ils voyaient une vieille femme échevelée,
hurlant sa douleur face à une veuve digne et organisée. La honte m'a envahie, une honte brûlante, injuste. Je me suis sentie minuscule, écrasée par la puissance de cette femme qui m'avait volé mon fils une première fois de son vivant et qui venait de me voler ses adieux une seconde fois. Je suis retournée à ma voiture, les jambes en coton. Je me suis assise derrière le volant, les mains agrippées au cercle de cuir. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes doigts tremblaient sur l'écran alors que j'ouvrais l'application de messagerie. J'ai fait défiler les années. 5 ans de messages. « Bastien, mon chéri, réponds-moi. Pourquoi ce silence, je t'aime, maman. Bastien, j'ai appris que tu étais à l'hôpital de Lyon-Sud. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je viens te voir demain. » Et la réponse, toujours la même, courte, glaciale, qui tombait quelques heures plus tard. « Ne viens pas, maman. J'ai besoin de calme. Nathalie s'occupe de tout. On se parlera quand je serai prêt. » Puis il y avait eu ces enregistrements vocaux. Des messages de quelques secondes où la voix de Bastien semblait lointaine, fatiguée. « Laisse-moi tranquille, Odette. Arrête d'appeler. » Ces mots m'avaient brisé le cœur 1 million de fois. J'avais fini par croire que j'avais fait quelque chose de mal, que j'étais une mauvaise mère, que mon fils me détestait vraiment. Mais aujourd'hui, quelque chose ne collait pas. Cette précipitation pour la crémation. Ce regard de triomphe dans les yeux de Nathalie. J'ai regardé l'heure sur mon tableau de bord. Il était 14h30. Bastien était officiellement décédé, la veille à 23h. Nathalie l'avait fait incinérer en moins de 24 heures. C'était presque impossible, à moins d'avoir des complicités ou d'avoir tout planifié bien à l'avance. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone et j'ai vu une notification que je n'avais pas remarquée dans l'agitation. C'était un accusé de réception pour le dernier message que j'avais envoyé ce matin, juste après l'appel de Nathalie. Un message de désespoir où j'écrivais simplement « Bastien, mon fils, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'es pas parti sans me dire au revoir. » Sous le message en petites lettres grises, il était écrit « Vu à 14h15 ». Mon sang s'est glacé dans mes veines. 14h15. Bastien était censé être en cendres depuis 2 heures. Nathalie était sur le perron du funérarium, je l'avais vue. Elle n'avait pas de téléphone à la main à ce moment-là. Elle parlait aux employés, qui venaient de lire mon message sur le téléphone de mon fils mort. J'ai senti une étincelle de colère s'allumer au fond de ma poitrine, une étincelle qui a instantanément consumé ma tristesse. On m'avait menti. On nous avait menti à tous les deux. Nathalie n'avait pas seulement construit un mur entre nous, elle avait construit une prison de silence et de mensonges. Et elle venait de commettre sa première erreur. Elle pensait m'avoir achevée. Elle pensait que j'allais rentrer chez moi, pour m'éteindre doucement dans la solitude. Elle ne savait pas à qui elle s'attaquait. Je ne suis pas seulement une mère qui pleure. Je suis la mère de Bastien. Et je vais découvrir ce qu'elle lui a fait pendant ces 5 années. Je vais découvrir pourquoi mon fils, qui m'appelait tous les dimanches pour me raconter sa semaine, a soudainement décidé de ne plus jamais me voir. J'ai démarré le moteur. Je n'allais pas rentrer chez moi. J'allais faire ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. J'allais briser ce mur brique par brique, même si je devais y laisser mes dernières forces. « Je ne te laisserai pas gagner, Nathalie !» ai-je murmuré en regardant le bâtiment du funérarium s'éloigner dans mon rétroviseur. « Je ne te laisserai pas emporter ses secrets dans sa tombe. » La maison était silencieuse quand je suis rentrée d'un silence lourd et accusateur. J'ai posé mes clés sur le buffet de l'entrée, là où Bastien posait toujours les siennes, quand il venait me voir avant qu'elle n'arrive dans sa vie. Je me suis assise à la table de la cuisine, sans même allumer la lumière. La pénombre de la fin de journée envahissait la pièce, étirant les ombres sur les murs. J'ai repris mon téléphone. Mes doigts tremblaient, moins portés par une colère sourde, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai lancé le dernier message vocal que j'avais reçu de lui
il y a 3 mois. Laisse-moi tranquille, Odette. Arrête d'appeler, c'est mieux pour tout le monde. Je l'avais écouté en boucle, ce message. Il m'avait fait pleurer des nuits entières. Mais cette fois, j'ai fermé les yeux. Et j'ai écouté différemment. J'ai écouté au-delà des mots. Il y avait quelque chose. Un petit clic presque imperceptible juste avant qu'il ne commence à parler. Et puis ce rythme. Bastien avait une façon bien à lui de traîner sur les voyelles quand il était fatigué, une hésitation naturelle. Ici, la voix était plate, monocorde, comme si les mots étaient posés les uns après les autres par une main invisible. Ce n'était pas le souffle d'un homme, c'était le bruit d'une machine. Une imitation, une contrefaçon de mon fils. Je suis restée prostrée, le cœur battant à tout rompre. Si ce n'était pas lui qui parlait alors, où était-il pendant tout ce temps? Pourquoi Nathalie aurait-elle pris la peine de fabriquer ces messages? La réponse me glaçait le sang pour me tenir à l'écart. Pour que je ne vienne pas frapper à leur porte. Pour que je ne voie pas ce qui se passait réellement dans cette maison. J'ai repensé à l'accusé de réception de 14h15. Quelqu'un utilisait son téléphone. Quelqu'un continuait de jouer son rôle, alors qu'il n'était plus là pour se défendre. Le lendemain matin, dès l'aube, je suis montée dans ma voiture. Je ne pouvais pas rester chez moi à attendre que la vérité vienne à moi. Je suis allée dans l'ancien quartier de Bastien, près du parc de la Tête d'Or. C'est là qu'ils habitaient avant qu'ils ne tombent malades dans ce bel appartement bourgeois qu'il aimait tant. Je me suis garée un peu plus loin et j'ai marché jusqu'à l'immeuble. J'espérais croiser un visage familier, quelqu'un qui n'aurait pas été empoisonné par les mensonges de Nathalie. C'est là que j'ai vu Monsieur Girard. C'était le voisin du 2e étage, un homme d'un certain âge, qui aimait discuter sur le trottoir en sortant son chien. Il m'a reconnue immédiatement. Son visage s'est éclairé d'une tristesse sincère quand il s'est approché de moi. « Madame Odette », a-t-il dit en ôtant sa casquette. « Je suis si navrée pour Bastien. C'était un brave petit. On ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite. » Je lui ai serré la main cherchant mes mots. « Merci, Monsieur Girard. C'est très dur. Je n'ai pas pu lui parler autant que je l'aurais voulu ces derniers temps. » L'homme a froncé les sourcils, l'air perplexe. C'est ce qu'il nous disait aussi. Il était tout triste, vous savez. Les derniers mois, quand il pouvait encore sortir un peu sur le balcon, il se demandait pourquoi vous ne répondiez jamais à ses lettres. Il m'a même demandé une fois si le facteur passait toujours bien chez vous, à la périphérie. Mes jambes ont manqué de se dérober sous moi. Ces lettres, ai-je répété la gorge nouée. Monsieur Girard, de quelles lettres parlez-vous? Je n'ai jamais reçu une seule lettre de mon fils. En 5 ans, pas une seule. Le vieil homme a écarquillé les yeux, posant une main protectrice sur mon bras. Mais il en écrivait, Madame Odette. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il les confiait à sa femme pour qu'elle les poste. Il disait que ses mains tremblaient trop pour aller jusqu'à la boîte jaune au coin de la rue. Il mettait tout son cœur dedans. Il passait des heures à sa petite table de bureau près de la fenêtre. Un vertige m'a prise. Nathalie, elle récupérait les lettres. Elle les interceptait. Elle me faisait passer pour une mère indifférente aux yeux de mon fils mourant, tout en me faisant croire à moi qu'il me détestait. C'était une cruauté que je n'arrivais même pas à concevoir. Elle avait créé 2 mondes de silence isolant Bastien dans sa maladie et moi dans ma solitude, pour s'assurer qu'on ne se retrouve jamais. J'ai remercié Monsieur Girard d'une voix blanche et je me suis dirigée vers l'arrière de l'immeuble, là où se trouvaient les grands conteneurs pour les ordures. C'était un geste de désespoir, une intuition folle. Si elle avait intercepté ces lettres, elle n'allait pas les garder comme des trophées. Elle devait s'en débarrasser. Et avec la précipitation de la crémation, peut-être, avait-elle fait un grand ménage dans les affaires de Bastien. J'ai commencé à fouiller sans me soucier de la saleté ou du regard des passants.
Mes mains fouillaient les sacs plastiques, les vieux journaux. Et puis, j'ai vu un coin de papier jauni, déchiré en plusieurs morceaux, dépassant d'un sac de déchets ménagers, qui semblait venir de leur appartement. Je l'ai sorti avec précaution. C'était une enveloppe, ou ce qu'il en restait. L'adresse était écrite de la main de Bastien, cette écriture penchée, un peu tremblante, que je connaissais si bien. À l'intérieur, il y avait un fragment de papier. Je l'ai déplié, le cœur battant à se rompre. « Maman, je t'en supplie, pardonne-moi si je t'ai blessée. Je ne comprends pas ton silence. Est-ce que tu m'en veux encore pour ce que Nathalie a dit ? Je suis si seule ici, j'aurais tellement besoin de t'entendre. » Les larmes ont enfin jailli brûlantes, inondant mon visage. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une douleur pure et révoltée. Mon fils ne m'avait pas rejetée. Il ne m'avait jamais détestée. Il pensait que c'était moi qui l'avais abandonné. Il laissait mort, en pensant que sa mère ne l'aimait plus, alors que je passais mes journées à prier pour un signe de lui. Nathalie l'avait laissé mourir dans le doute et le chagrin, tout ça pour garder le contrôle sur lui, sur ses biens, sur sa vie. Bastien n'était pas mon ennemi. Il était la victime tout comme moi. Et à cet instant, sous la lumière crue de ce matin à Lyon, j'ai juré que cette femme paierait pour chaque larme que mon fils avait versée en pensant à moi. Elle pensait avoir brûlé toutes les preuves avec lui. Mais elle avait oublié que les mères n'abandonnent jamais. Bastien ne m'avait pas oublié. Il m'appelait à l'aide à travers ces morceaux de papier. Et j'allais répondre à son appel, même s'il était trop tard pour le serrer dans mes bras. Le bureau de Maître Morel se trouvait dans une petite rue, pavée du 2e arrondissement, non loin de la place des Célestins. C'était un bâtiment ancien, avec une porte en chêne massif et une cage d'escalier qui sentait la cire. Et le vieux papier ? Maître Morel, le vieil ami de Bastien, m'attendait. Ils avaient grandi ensemble, fait leur première bêtise, dans les rues de Lyon. Et même si la vie les avait un peu éloignés, je savais qu'il y avait entre eux un lien que Nathalie n'avait jamais réussi à rompre tout à fait. En entrant dans son cabinet, j'ai été frappée par l'austérité des lieux. Des rayonnages de livres de droit montaient jusqu'au plafond, et une seule lampe de bureau éclairait la pièce, créant de longues ombres sur le parquet de Hongrie. Maître Morel s'est levé pour m'accueillir. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel, avec un regard d'une grande douceur, mais teinté d'une profonde tristesse. « Odette », a-t-il dit en venant me serrer les mains. Ses doigts y étaient froids. « Je suis si heureux que vous soyez venu. J'ai essayé de vous joindre plusieurs fois ces derniers jours, mais je n'avais plus votre nouveau numéro. Nathalie m'avait assuré que vous aviez changé de vie, que vous étiez parti vivre dans le sud et que vous ne vouliez plus entendre parler de Bastien. » Je me suis assise lourdement dans le fauteuil en cuir craquelé. Un autre mensonge, Marc-Antoine. Ai-je lâché en utilisant son prénom comme au temps où il venait goûter à la maison. Elle a tout construit sur des mensonges. Elle m'a fait croire qu'il me détestait et elle lui a fait croire que je l'avais abandonné. Elle l'a fait incinérer en secret Marc-Antoine. En moins de 24 heures. Le notaire a fermé les yeux un instant, comme s'il recevait un coup physique. Il s'est rassis derrière son grand bureau et a joint les mains, le visage grave. « Je le craignais », murmura-t-il. « Bastien est venu me voir il y a un mois, un peu plus de 30 jours avant sa fin. Il était très affaibli, Odette. Il se déplaçait avec difficulté, mais il avait une lucidité qui m'a terrifiée. Il est venu ici en secret, pendant que Nathalie était à un rendez-vous professionnel. Il avait l'air d'un homme qui fuyait une prison. Il m'a raconté des choses qui m'ont empêché de dormir. Il me disait que chaque fois qu'il essayait de vous appeler, la ligne coupait. Chaque fois qu'il demandait son téléphone, elle lui disait que la batterie était vide ou que le réseau ne passait pas dans la chambre.
J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Elle le surveillait à ce point, demandai-je d'une voix étranglée. Maître Morel hocha la tête avec amertume. Plus que de la surveillance, Odette, c'était une séquestration numérique. Chaque fois que je parlais à Bastien au téléphone ces derniers mois, j'avais l'impression que ce n'était pas lui, ou du moins qu'il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait. Nathalie était toujours là, en fond, à donner des instructions, à couper la parole. Elle gérait tous ses mails, ses comptes, ses contacts. Elle s'était rendue indispensable pour mieux l'étouffer. Le notaire a fouillé dans le tiroir de son bureau et en a sorti un petit objet en métal argenté. Une clé USB minuscule entre ses doigts. « Il m'a donné ceci », dit-il d'une voix basse presque conspiratrice. « Il m'a dit, Marc-Antoine, si je disparais et que ma mère vient te voir, donne-lui ça. Ne le donne à personne d'autre, surtout pas à Nathalie. Si elle pose des questions, dis-lui que mon testament est classique et qu'il n'y a rien de plus. Mais pour ma mère, il y a la vérité. » J'ai regardé ce petit morceau de métal comme s'il s'agissait d'un trésor sacré. C'était la voix de mon fils, son héritage, son dernier cri vers moi. « Qu'y a-t-il dedans ?» demandai-je, n'osant pas encore la toucher. Maître Morel soupira. Je n'ai pas tout regardé par respect, mais j'ai vu assez pour comprendre que Bastien avait compris le jeu de sa femme. Il avait découvert qu'elle utilisait des logiciels pour imiter sa voix pour répondre à sa place quand il était trop faible pour parler. Il a passé ses dernières nuits blanches à rassembler des preuves, à enregistrer ce qu'il pouvait. Moi, le silence est retombé dans le bureau, seulement troublé par le tic-tac d'une vieille pendule. Le notaire s'est penché vers moi, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. « Odette, ce que vous avez entre les mains n'est pas seulement une lettre d'adieu, c'est une arme. Nathalie pense qu'elle a gagné parce qu'elle a les titres de propriété et l'argent. Mais elle a oublié que Bastien était un ingénieur brillant. Il a laissé derrière lui de quoi la détruire. Ce n'est pas une simple affaire d'héritage qui commence aujourd'hui. » Je me suis levée, serrant la clé USB dans le creux de ma main. Je sentais la force me revenir, une force froide et tranchante. « Merci, Marc-Antoine », dis-je avec une dignité que je ne me connaissais plus. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Le vieil ami de mon fils se leva à son tour et contourna son bureau. Il posa une main rassurante sur mon épaule et me regarda droit dans les yeux, avec une expression de détermination absolue. « Maintenant, Odette, nous allons mener le combat qu'il n'a pas pu terminer. Elle croit que vous êtes une vieille femme seule et vaincue. Elle va découvrir que vous êtes son pire cauchemar. Car ce n'est pas une succession que nous préparons ici. C'est une opération de sauvetage. Nous allons sauver l'honneur de Bastien et lui rendre sa voix. Préparez-vous, car la bataille sera rude. Mais je serai à vos côtés jusqu'au bout. » Maître Morel m'avait dirigé vers un petit bureau discret, caché au fond d'une cour intérieure, près de la gare de Perrache. C'était là que travaillait Marc, un jeune homme aux yeux cernés par les écrans, spécialisé dans ce qu'il appelait la criminalistique numérique. L'endroit ne ressemblait en rien au cabinet feutré du notaire. Ici, l'air sentait le métal chaud et l'ozone, et le seul éclairage provenait d'une dizaine de moniteurs qui tapissaient les murs affichant des colonnes de chiffres et des ondes colorées. Je me sentais comme une intruse dans ce monde de machines, mais en serrant la clé USB de Bastien dans ma poche, je savais que c'était ici que se trouvait la clé de mon calvaire. Marc a pris la clé avec une précaution presque religieuse. Il l'a insérée dans l'une de ses machines, et ses doigts ont commencé à danser sur le clavier à une vitesse prodigieuse. Pendant de longues minutes, le seul bruit dans la pièce fut le cliquetis frénétique des touches et le ronronnement des ventilateurs. « Bien », murmura-t-il enfin sans quitter ses écrans des yeux. «
Votre fils était prévoyant, Madame Odette. Il a laissé des balises partout. Il a cliqué sur un fichier et une onde sonore est apparue, une ligne bleue qui oscillait violemment. Écoutez bien ceci. C'est un des messages que vous avez reçus il y a 2 ans. La voix de Bastien a résonné dans les haut-parleurs. « Maman, je suis occupée, ne m'appelle pas cette semaine. » Marc a alors zoomé sur une partie de l'onde. Vous entendez ce léger sifflement sous la voix? Ce n'est pas du bruit de fond. C'est ce qu'on appelle un artefact numérique. Cette voix n'est pas humaine, madame. C'est une synthèse granulaire, un clonage réalisé par une intelligence artificielle. Elle a été entraînée sur de vieilles vidéos de votre fils pour reproduire son timbre et ses intonations. Je me suis appuyée contre le bord de la table, sentant mon cœur se serrer. Vous voulez dire que chaque fois que je pensais entendre mon fils, c'était un programme informatique? Demandai-je, la voix étranglée par l'horreur. Le jeune homme hocha la tête avec une expression de compassion. Exactement, et ce n'est pas tout. J'ai trouvé des traces d'un abonnement à un service de gestion de réputation numérique, souscrit par Nathalie. C'est un logiciel sophistiqué qui agit comme un pare-feu humain. Votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, tout était marqué comme spam sur tous les appareils de votre fils. Chaque fois que vous tentiez de le joindre, le logiciel interceptait la communication et générait automatiquement une réponse de rejet. Marc a continué ses recherches, s'enfonçant plus profondément dans les entrailles des comptes bancaires et des archives numériques que Bastien avait réussi à copier. « Regardez ici », dit-il en pointant un document officiel numérisé. C'est l'avenant au contrat d'assurance vie de Bastien. La date est intéressante, 3 semaines avant sa mort. C'est le moment où, selon les rapports médicaux, il commençait à avoir des épisodes de délire à cause de son traitement. La signature de Bastien est là, mais regardez la pression du stylet électronique. Elle est irrégulière forcée. Et juste à côté, il y a une adresse IP qui correspond à la tablette de Nathalie. Elle a modifié le bénéficiaire pour s'attribuer la totalité du capital, écartant toute autre disposition précédente. Le silence est retombé plus lourd que jamais. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était méthodique, administrative totale. Nathalie avait transformé la fin de vie de Bastien en un produit financier, tout en s'assurant que personne ne viendrait perturber son plan. Mais Marc n'avait pas fini. Il a hésité un instant, sa main restant suspendue au-dessus de la souris. « Madame Odette, il y a un dernier dossier. Ce sont des fichiers vidéo provenant d'une caméra de surveillance domestique que Bastien avait installée pour sa propre sécurité et dont Nathalie ignorait apparemment l'existence. Il a lancé la vidéo. L'image était un peu granuleuse, montrant une chambre à coucher plongée dans la pénombre. Je reconnus Bastien ou ce qu'il en restait. Il était d'une maigreur effrayante, allongé dans son lit entouré de machines. On le voyait tendre une main tremblante vers la table de chevet pour attraper son téléphone. Ses lèvres bougeaient, il murmurait « Maman, je dois appeler maman ». Soudain, une silhouette a surgi dans le cadre. C'était Nathalie. Elle n'avait rien de la femme soignée que j'avais vue au funérarium. Son visage était déformé par une colère froide. Elle lui a arraché le téléphone des mains avec une violence qui m'a fait sursauter. « Arrête tes bêtises, Bastien !» claqua-t-elle, sa voix résonnant cruellement dans le petit bureau de Marc. « Elle ne veut pas te parler. Elle ne t'a jamais rappelé. Elle est passée à autre chose alors. Fais-en autant. » On voyait mon fils s'effondrer contre ses oreillers, les yeux remplis d'une détresse indicible, alors qu'elle s'éloignait, en mettant le téléphone dans sa poche. La vidéo s'est coupée sur le visage de Bastien fixé sur la porte fermée seul dans son silence forcé. Je suis restée immobile, les yeux fixés sur l'écran noir.
La haine que je ressentais pour cette femme était devenue quelque chose de solide, une lame de glace au milieu de ma poitrine. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était une soif de justice si puissante qu'elle me faisait trembler de tout mon corps. Nathalie avait volé les derniers instants de paix d'un mourant. Elle avait torturé mon fils psychologiquement jusqu'à son dernier souffle. Marc a posé une main hésitante sur la mienne. « Je suis désolée, Madame Odette. C'est atroce. Mais maintenant, nous avons tout ce qu'il faut. Ces preuves sont irréfutables. Elle pensait avoir tout effacé en le faisant incinérer, mais elle n'a aucune idée de ce que nous tenons. » J'ai relevé la tête, essuyant mes joues, d'un geste sec. « Merci, Marc, » dis-je d'une voix qui ne tremblait plus du tout. Elle pense qu'elle a gagné. Elle pense que le silence de Bastien lui appartient. Elle va bientôt comprendre que les morts peuvent parler beaucoup plus fort qu'elle ne l'imagine. L'invitation est arrivée un mardi matin par coursier. Une enveloppe de papier crème épaisse, coûteuse, dont l'odeur de parfum de luxe semblait vouloir étouffer l'air de ma petite entrée. Je l'ai tenue entre mes doigts, avec une sorte de dégoût comme si elle était imprégnée d'un poison invisible. À l'intérieur, une simple carte au bord argenté m'informait, avec une froideur bureaucratique, que la lecture du testament de mon fils Bastien aurait lieu le surlendemain, au cabinet de Maître Lemoine, le notaire personnel de Nathalie. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation à mon propre enterrement social. Nathalie ne voulait pas simplement que je sois présente. Elle voulait que je sois le témoin impuissant de son triomphe final, qu'elle puisse savourer chaque seconde du moment où elle me rayerait officiellement de la vie de mon fils. Je me suis assise à ma table de cuisine, celle-là, même où Bastien aimait tant manger mes tartes aux pommes quand il était enfant. J'ai posé la main sur le bois usé et j'ai pris une décision. Pour gagner cette guerre, je devais laisser Nathalie croire qu'elle l'avait déjà gagnée. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé son numéro. Quand elle a décroché, sa voix était pleine de cette condescendance mielleuse qui me donnait la nausée. « Allô, Odette, tu as bien reçu le courrier ?» m'a-t-elle demandé, un ton de fausse sollicitude dans la voix. Je me suis forcée à faire trembler ma voix, à laisser passer une plainte fragile. « Oui, Nathalie, je l'ai reçu. C'est si dur. Je ne sais pas si j'aurai la force de venir. Tout ça me semble si vide maintenant qu'il n'est plus là. » J'ai entendu son petit soupir de satisfaction à l'autre bout du fil, le bruit d'une prédatrice qui sent sa proie fléchir. « Il le faut, Odette. C'est la loi. Et puis c'est ce que Bastien aurait voulu, que les choses soient claires entre nous. Ce ne sera pas long, je te le promets. On réglera les détails et tu pourras retourner à ta petite vie tranquille. » Je l'imaginais déjà en train de sourire, de lisser sa jupe de créateur, en pensant à quel point j'étais devenue pathétique à ses yeux. « Très bien, » ai-je murmuré. « Je serai là. Mais s'il te plaît, sois indulgente. Je suis si fatiguée. » En raccrochant, mon visage a changé instantanément. Le masque de la vieille femme brisée s'est évaporé pour laisser place à une détermination de pierre. Nathalie était en train de préparer son départ. Grâce aux informations de Marc, je savais qu'elle avait déjà contacté une agence immobilière de prestige pour mettre en vente l'appartement de Lyon, ce sanctuaire, où Bastien avait vécu ces dernières années. Elle avait déjà pris rendez-vous avec une banque privée à Genève, prête à transférer les fonds de l'assurance vie et les économies de mon fils vers la Suisse. Elle se voyait déjà loin d'ici, loin de Lyon, loin de moi, vivant dans le luxe, grâce au sacrifice de l'homme qu'elle prétendait aimer. Le lendemain, je suis retournée voir Maître Morel à son cabinet. L'ambiance était différente cette fois. Il y avait une tension électrique dans l'air, une sorte d'excitation contenue. Morel m'attendait avec un dossier bleu posé bien en évidence sur son bureau. « Elle vous a invité, n'est-ce pas ?»
a-t-il demandé en m'invitant à m'asseoir. J'ai hoché la tête. Elle veut me voir ramper devant son notaire Marc-Antoine. Elle veut me voir sortir de cette pièce avec rien d'autre que mes larmes. Le notaire a eu un petit rire sec, presque un grognement de satisfaction. Elle va être déçue, Odette. Très déçue. Voyez-vous, Bastien n'était pas seulement un homme blessé, c'était un homme qui prévoyait l'avenir. Il savait que Nathalie ferait tout pour vous écarter. La veille de sa mort à l'hôpital, alors qu'elle s'était absentée pour aller dîner avec ses avocats, il m'a fait venir en urgence. Il était d'une faiblesse extrême, mais son esprit était clair comme de l'eau de roche. Il a ouvert le dossier bleu et en a sorti un feuillet de papier jauni, écrit à la main, mais portant le sceau officiel du cabinet. Ceci, Odette, est un codicille. C'est un ajout légal et secret à son testament. Dans le document principal que Nathalie détient, tout semble lui revenir. C'est ce qu'il a laissé paraître pour qu'elle le laisse tranquille pendant ses derniers jours. Mais ce codicille change tout. Il contient ce qu'on appelle une clause de moralité liée à des preuves de comportement abusif. Mes doigts ont effleuré le papier. Une clause de moralité, ai-je répété intrigué. Maître Morel s'est penché vers moi, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. Bastien a tout enregistré, Odette. Les manipulations, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour imiter sa voix, les lettres interceptées. Il a tout lié à l'héritage. Pour que Nathalie puisse toucher le moindre centime, elle devra d'abord passer par un protocole qu'il a lui-même défini. Et si elle échoue, ou si la vérité éclate, elle perd absolument tout. J'ai senti un frisson de soulagement me parcourir l'échine. Mon fils m'avait laissé les clés de la cage. Il n'était pas parti en me laissant seule face à ce monstre. Il m'avait donné les armes pour la détruire de l'intérieur. « Elle ne se doute de rien ?» demandai-je. « Rien du tout », répondit Morel en refermant le dossier. Elle est trop occupée à choisir la couleur de sa future voiture à Zurich. Elle pense que vous n'êtes qu'une formalité administrative désagréable. Je me suis levée, sentant une force nouvelle couler dans mes veines. J'ai pensé à Nathalie, à son arrogance, à la façon dont elle m'avait chassée du funérarium, comme si j'étais une moins que rien. J'ai pensé à son rire, quand elle pensait que je ne l'entendais pas. « Qu'elle rit tant qu'elle le peut !» ai-je dit doucement, presque pour moi-même. Maître Morel a souri un sourire de vieux renard qui connaît la fin de l'histoire. « Demain sera un grand jour, Odette. Soyez prête. Mettez vos plus beaux habits, ceux qui montrent votre dignité. Ne baissez pas les yeux. C'est elle qui devra bientôt apprendre à regarder le sol. Car demain, à Lyon, la vérité ne se contentera pas de murmurer. Elle va hurler. » Je suis sortie du cabinet et j'ai marché dans les rues de ma ville. Le vent soufflait un peu plus fort, emportant les feuilles mortes. J'avais l'impression de porter sur mes épaules non plus le poids du deuil, mais le poids d'une justice imminente. Nathalie pensait m'avoir enterrée avec mon fils. Elle avait oublié que nous étions des graines et que de notre douleur allait germer sa perte. « Dors en paix, Bastien », ai-je murmuré en regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. « Demain, ta mère va finir ce que tu as commencé. Et ce sera plus terrible que tout ce qu'elle a pu imaginer. » Le cabinet de Maître Morel n'avait jamais semblé aussi imposant que ce matin-là. Situé dans un vieil immeuble de la place Bellecour, il respirait l'histoire de Lyon avec ses hauts plafonds ornés de moulures et ses parquets qui craquaient sous chaque pas, comme pour raconter les secrets des familles qui s'y étaient succédé. L'air était frais, presque vif, chargé de l'odeur de la cire d'abeille et du cuir ancien. Je m'étais habillée avec soin un tailleur bleu marine sombre mais élégant et les perles que mon mari m'avait offertes pour nos 30 ans de mariage.
Je voulais incarner la dignité face à la tempête qui s'annonçait. Nathalie était déjà là installée dans l'un des fauteuils en velours rouge de la salle d'attente. Elle portait un voile noir léger sur le visage, une touche théâtrale qui me fit intérieurement grimacer. Elle jouait la veuve éplorée pour la galerie, tenant un mouchoir en dentelle entre ses doigts gantés. À côté d'elle, 2 hommes en costume gris, que je ne connaissais pas, semblaient être ses conseillers. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans le fond de la pièce, 3 personnes, apparemment ordinaires, attendaient aussi carnet de notes à la main. C'étaient les journalistes que j'avais contactés discrètement. Je voulais que si la vérité éclatait, elle ne puisse pas être étouffée dans le silence feutré d'un bureau de notaire. « Bonjour, Odette », murmura-t-elle d'une voix qu'elle voulait frêle, sans même lever les yeux vers moi. « Je suis heureuse que tu aies trouvé la force de venir. C'est une épreuve pour nous toutes. » Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de m'asseoir en face d'elle, gardant le dos bien droit, les mains croisées sur mon sac. Maître Morel est apparu sur le pas de la porte de son bureau, son visage plus grave que d'habitude. Il nous a invités à entrer d'un geste de la main. La pièce était baignée d'une lumière grise, filtrant à travers les grandes fenêtres donnant sur la place. Nous nous sommes installés autour de la grande table de réunion. Le silence était tel qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Maître Morel a posé une épaisse chemise cartonnée devant lui et a ajusté ses lunettes sur le bout de son nez. « Bien », commença-t-il d'une voix posée. « Nous sommes réunis pour la lecture des dernières volontés de M. Bastien Vernier. Comme vous le savez, un testament avait été déposé il y a 4 ans, désignant son épouse Nathalie comme légataire universel de l'ensemble de ses biens immobiliers et financiers. J'ai vu Nathalie se redresser imperceptiblement, un petit mouvement de menton qui trahissait son arrogance. Elle jeta un regard de côté vers moi, un regard brûlant de mépris. Elle pensait que le jeu s'arrêtait là. Maître Morel poursuivit sa lecture, énumérant la magnifique villa des Monts d'Or, les comptes d'épargne, les actions et l'assurance vie. Le montant total était colossal, de quoi vivre plusieurs vies dans l'opulence. Nathalie ferma les yeux, feignant une émotion profonde. Mais je voyais ses doigts serrer son sac avec une sorte d'avidité tranquille. « Cependant, » dit soudain Maître Morel en marquant une pause délibérée, « il existe un document complémentaire. Un codicile rédigé et signé par M. Vernier, il y a exactement 32 jours, en présence de 2 témoins assermentés. » Le silence dans la pièce changea brusquement de nature. Il devint lourd électrique. Nathalie releva la tête, son voile noir se soulevant légèrement, sous l'effet de sa respiration, qui s'accélérait. « Un codicile !» répéta-t-elle et sa voix n'était plus du tout frêle. « C'est impossible. Bastien n'était pas en état de rédiger quoi que ce soit à cette période. Il délirait, il était sous sédatifs puissants. » Maître Morel leva une main calme pour l'interrompre. « Les rapports médicaux de cette nuit-là que j'ai en ma possession indiquent au contraire une phase de lucidité exceptionnelle, madame. Monsieur Vernier a insisté pour que ce document soit joint à sa succession. Et il contient une clause très spécifique, une clause de moralité et d'intégrité numérique. » Nathalie devint d'une pâleur cadavérique une blancheur qui contrastait violemment avec son vêtement de deuil. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» siffla-t-elle en se penchant vers le notaire. « Mon mari m'aimait. Il n'aurait jamais... » La clause stipule, continua Maître Morel sans se laisser démonter par l'agressivité de la veuve, que l'accès à l'héritage est conditionné par la véracité des échanges entretenus avec la famille proche durant les 5 dernières années. Monsieur Vernier craignait que son image et sa voix n'aient été détournées à des fins d'isolement. Il s'arrêta et me regarda brièvement.
Je sentais mon cœur battre la chamade, mais je ne bronchais pas. Nathalie, elle commençait à trembler, non pas de tristesse, mais d'une rage contenue, qui déformait ses traits. Le notaire ouvrit alors un petit boîtier posé sur son bureau. Avant de poursuivre la lecture des conditions d'exécution, M. Vernier a demandé qu'un court enregistrement soit diffusé devant cette assemblée. Il considérait cela comme son ultime témoignage. Le sourire de triomphe que Nathalie affichait quelques minutes plus tôt s'était totalement figé, transformé en un masque de terreur pure. Elle voulut dire quelque chose, sans doute une objection juridique, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Maître Morel appuya sur le bouton de lecture d'un petit enregistreur numérique qu'il venait de sortir de sa poche de veston. Le petit voyant rouge s'alluma, projetant une lueur sanglante sur le bois sombre de la table. Un léger grésillement remplit la pièce, suivi d'un silence pesant. Et puis la voix s'éleva. Ce n'était pas la voix synthétique plate et sans âme que j'avais entendue au téléphone pendant des années. C'était la vraie voix de mon fils, avec son grain si particulier, son souffle un peu court, et cette immense tendresse qu'il n'avait jamais pu m'exprimer. « Maman, si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est que je ne suis plus là pour te protéger de l'ombre. » La voix de mon fils a empli la pièce, une voix qui semblait venir de très loin, mais d'une clarté absolue. Ce n'était pas le son métallique des messages que j'avais reçus pendant 5 ans. C'était son souffle, son accent lyonnais, un peu traînant sa douceur. « Si tu es dans ce bureau, cela veut dire que Nathalie a continué son jeu jusqu'au bout. Cela veut dire qu'elle t'a caché mes lettres, qu'elle a filtré mes appels et qu'elle a fait de ma fin de vie une pièce de théâtre dont elle était la seule metteuse en scène. » Dans le bureau de Maître Morel, le temps semblait s'être arrêté. Nathalie s'était levée ses mains, griffant le bord de la table. « C'est un faux !» hurla-t-elle, sa voix montant dans les aigus, brisant son masque de veuve digne. « C'est une manipulation de cette vieille folle, arrêtez ce truc tout de suite !» Elle fit un geste pour se précipiter vers l'enregistreur, mais Maître Morel, avec une agilité surprenante, posa sa main sur l'appareil pour le protéger. « Rasseyez-vous, Madame Vernier, » dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Ce document a été authentifié par un expert indépendant. Si vous l'interrompez, vous ne ferez que confirmer son contenu devant les témoins présents. Nathalie se rassit brusquement, son visage déformé par une haine pure. Ses yeux fixés sur moi étaient 2 fentes sombres brûlantes de rage. La voix de Bastien reprit plus grave cette fois. « J'ai découvert le logiciel Nathalie, celui que tu as installé sur mon téléphone pour transformer mes refus de te voir en message de haine envers ma mère. J'ai découvert comment tu as utilisé l'intelligence artificielle pour cloner ma voix, et lui dire que je ne voulais plus d'elle. Tu pensais que j'étais trop faible pour comprendre, trop perdue dans mes médicaments. Mais mon esprit était encore là, prisonnier de ton silence. » Un murmure d'horreur parcourut la petite assemblée. Les journalistes que j'avais invités écrivaient frénétiquement leur visage, affichant une incrédulité totale. L'un d'eux leva les yeux vers Nathalie qui semblait maintenant se ratatiner sur son siège. « C'est pourquoi, » continua mon fils, « ce codicile impose une condition unique et non négociable pour que tu puisses toucher 1 seul centime de mon héritage. Tu as le choix, Nathalie. Tu as 24 heures pour enregistrer une vidéo publique que Maître Morel diffusera, où tu admets tes manipulations technologiques et où tu demandes pardon à ma mère devant le monde entier. » Le silence qui suivit était si lourd qu'il semblait étouffer l'air de la pièce. « Si tu refuses cette confession publique, » la voix de Bastien devint glaciale. « La totalité de mes biens, l'appartement de Lyon, la villa, les comptes et l'assurance vie seront immédiatement transférés à une fondation caritative que ma mère dirigera. Tu devras quitter les lieux
en emportant uniquement tes vêtements sans aucune compensation. C'est le prix de ton silence, Nathalie. Sois la vérité, et l'argent soit ton orgueil, et la rue. Nathalie se mit à rire, un rire nerveux saccadé, qui ressemblait à un craquement de verre. Tu crois vraiment qu'un tribunal va valider cette folie ? Cracha-t-elle en se tournant vers le notaire. C'est du chantage, Bastien n'était pas sain d'esprit. Je vais contester chaque mot de ce tissu de mensonges. Je vais vous traîner en justice pendant 10 ans s'il le faut. Elle se leva, ramassa son sac de luxe et s'apprêta à sortir, pensant sans doute qu'elle pouvait encore intimider l'Assemblée par son arrogance. Maître Morel souleva alors un autre document, un rapport technique, relié de spirales plastiques. « Vous pouvez essayer, madame, » dit-il calmement. « Mais vous devriez d'abord savoir que Monsieur Vernier ne s'est pas contenté de ce message. Il a installé une application de transfert automatique sur son serveur personnel. Le jour de son décès, à l'heure exacte, où son cœur a cessé de battre, l'intégralité de l'historique de vos conversations, les preuves d'achat des logiciels de clonage vocal et les logs de votre tablette ont été envoyés à mon cabinet et à un service de stockage sécurisé. » Malokonahuan, Nathalie s'arrêta net devant la porte, la main sur la poignée en laiton. Ses épaules s'affaissèrent. « Tout y est, Madame Vernier, » ajouta Maître Morel. « Les lettres déchirées qu'il a photographiées en cachette, les enregistrements, où l'on vous entend le menacer de le laisser mourir seul s'il essayait de contacter Odette. Nous n'avons pas besoin de votre confession pour prouver votre culpabilité devant un juge criminel. Le codicille est votre seule chance d'éviter la prison pour abus de faiblesse et fraude. » Je me suis levée à mon tour. Pour la première fois depuis 5 ans, je me sentais plus grande qu'elle. Je n'avais plus peur de ses menaces, ni de son venin. « Tu as entendu, mon fils, Nathalie ?» dis-je d'une voix ferme, qui résonna contre les murs de pierre du bureau. « Il t'offre une porte de sortie que tu ne mérites pas. Il t'offre de garder l'argent au prix de ton honneur. Mais sache une chose, que tu choisisses l'un ou l'autre, tu as déjà tout perdu. Car aujourd'hui, tout Lyon sait qui tu es vraiment. » Elle se retourna le visage livide, les yeux écarquillés par la réalisation de sa défaite totale. Elle n'était plus la veuve puissante et intouchable. Elle n'était plus qu'une femme prise au piège de sa propre cupidité dénoncée par l'homme qu'elle pensait avoir effacé. « Alors, Nathalie, » repris-je en m'approchant d'elle, « quel est ton prix ? Vas-tu choisir la vérité pour sauver ta fortune ? Ou vas-tu t'enfermer dans ton mensonge et tout perdre ? L'horloge tourne. Tu as 24 heures pour décider si ton silence vaut plus que les millions que tu as volés. » Elle ne répondit rien. Elle ouvrit la porte et s'enfuit dans le couloir, le bruit de ses talons claquant sur le parquet, comme un compte à rebours. Maître Morel rangea l'enregistreur dans son tiroir et me regarda avec un mélange de respect et de tristesse. « C'est fait, Odette, » murmura-t-il. « Le piège s'est refermé. » Je me suis rassise vidée de toute émotion, écoutant le silence qui revenait dans la pièce. La bataille était gagnée, mais le prix avait été le plus cher qu'une mère puisse payer. 24 heures. C'est le temps qu'il a fallu pour que le monde de Nathalie s'écroule comme un château de cartes sous un vent de tempête. Elle a choisi l'argent, bien sûr. Sa cupidité était plus forte que son orgueil. Elle a enregistré cette vidéo, le visage blême, les yeux secs, lisant un texte préparé par les avocats où elle admettait avoir utilisé des procédés technologiques pour isoler mon fils Bastien. Elle pensait que cette confession forcée serait le prix à payer pour garder sa villa et ses millions qu'elle pourrait ensuite disparaître à l'étranger et se faire oublier. Elle avait tort. La vidéo n'a pas seulement servi à valider le testament, elle est devenue virale, faisant le tour de Lyon, et bien au-delà en quelques heures.
Le mépris public a été immédiat, violent, implacable. Mais la justice ne s'est pas arrêtée à une simple vidéo sur les réseaux sociaux. Les preuves numériques, récoltées par le Thémis informaticien, Marc, et transmises par Maître Morel, ont déclenché une enquête de gendarmerie pour abus de faiblesse et tentative de fraude à l'assurance. Quelques jours après la lecture du testament, j'ai appris que les comptes de mon ancienne belle-fille avaient été gelés. La police l'a emmenée pour interrogatoire alors qu'elle chargeait des valises de luxe dans sa voiture de sport. Elle n'irait pas en Suisse. Elle irait s'expliquer devant un juge d'instruction. Elle avait voulu tout posséder. Et elle finissait avec une réputation en lambeaux et une convocation au tribunal. Pendant que Nathalie sombrait, je faisais mes propres choix. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que j'allais faire de cette fortune soudaine, de cette grande maison dans les Monts d'Or. Ils s'attendaient sans doute à ce que je m'y installe, que je m'entoure de luxe pour compenser mes années de souffrance. Mais je n'en avais aucune envie. Chaque meuble de cette villa, chaque tableau me rappelait la prison dans laquelle Bastien avait passé ses derniers mois. Je ne voulais pas de cet argent pour mon confort personnel. J'ai donc demandé à mon ami, le notaire Maître Morel, de m'aider à créer une structure officielle, la Fondation Bastien Vernier. L'objectif était simple mais essentiel, à mes yeux venir en aide aux personnes âgées, isolées, celles que l'on oublie, dans de grands appartements ou de petites chambres, et qui sont des cibles faciles pour les prédateurs de tout poil. Nous avons transformé la villa en un lieu de rencontre, un espace de vie, où la technologie n'est pas utilisée pour mentir, mais pour relier les familles, pour apprendre aux grands-parents à rester en contact réel avec leurs petits-enfants. C'était ma façon de transformer le poison de Nathalie en un remède pour les autres. C'était la seule façon de donner un sens à la mort de mon fils. 1 mois plus tard, je suis retournée une dernière fois au cabinet de Maître Morel. Il m'attendait avec un petit coffret en bois que je n'avais pas encore vu. « Odette !» dit-il avec un sourire fatigué mais paisible en me tendant le coffret. « Voici ce que Bastien m'avait confié de plus précieux. Ce n'était pas sur une clé USB, hein. Il m'a fait promettre de ne vous le donner que lorsque tout serait fini, quand vous seriez prête à l'entendre sans la colère du combat. » J'ai pris la boîte sentant son poids léger. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule enveloppe de papier craft. C'est l'acétate à cire. Une lettre manuscrite. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je suis allée dans le jardin de la villa, celui que nous étions en train de réaménager pour les résidents de la fondation. C'était une fin d'après-midi d'automne. La lumière dorée de Lyon caressait les collines de Fourvière au loin. Je me suis assise sur un banc de pierre, entourée par l'odeur de la terre humide et des dernières roses. Mes doigts tremblaient un peu en brisant le seau de cire. C'était l'écriture de Bastien, celle de ses bons jours, une écriture pleine d'espoir malgré la maladie. « Ma petite maman », commençait la lettre. « Si tu lis ces mots, c'est que tu as triomphé de la nuit. Je n'ai jamais douté de toi. Même quand elle me disait que tu avais cessé de m'aimer, une part de moi savait que c'était impossible. Nous sommes faits de la même étoffe, maman. Cette étoffe qui ne cède pas sous le mensonge. Je t'ai vu lutter dans mes rêves. Je t'ai vu chercher la vérité. Je sais que tu me trouveras, parce que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Moi, les larmes ont coulé doucement cette fois, sans l'amertume du passé. C'étaient des larmes de retrouvailles. « Ne regrette rien, » continuait-il. « Les 5 années de silence n'ont été qu'un voile. Notre lien est resté intact sous la surface. Chaque pensée que j'ai eue pour toi était un fil que Nathalie ne pouvait pas couper, peu importe ses logiciels et ses machines. Je pars en paix parce que je sais que tu vas transformer ma disparition en quelque chose de beau. Je t'aime, maman. À jamais.
J'ai replié la lettre et je l'ai pressée contre mon cœur. Je suis restée de longues minutes ainsi à regarder le soleil descendre derrière l'horizon lyonnais. Je ne me sentais plus seule. Je ne me sentais plus trahie. Le silence qui m'entourait n'était plus celui de l'isolement, mais celui de la sérénité. Nathalie avait cru pouvoir effacer l'amour par la technologie, mais elle n'avait fait que prouver sa propre impuissance. L'amour d'une mère et d'un fils est une fréquence qu'aucune machine ne peut brouiller un signal qui traverse le temps et même la mort. Je me suis levée, j'ai lissé ma jupe et j'ai regardé vers la maison où les lumières commençaient à s'allumer. La fondation Bastien Vernier allait ouvrir ses portes le lendemain. J'avais encore beaucoup de travail, beaucoup de vie à toucher, beaucoup d'isolement à briser. Mais je savais que Bastien marchait à mes côtés dans chaque couloir, dans chaque sourire d'un vieil homme que nous allions sauver de l'oubli. Je me suis dirigée vers l'entrée, un léger sourire aux lèvres. La justice était rendue, mais plus important encore, la paix était revenue. Dans la lettre, il y avait une dernière ligne, un petit post-scriptum que j'ai relu une dernière fois, avant de franchir le seuil. Je savais que tu me retrouverais, car une mère n'arrête jamais de chercher son enfant, même dans le noir le plus complet. J'ai fermé la porte derrière moi, laissant le froid de la nuit au dehors. La chaleur de mon fils était ici vivante dans cette œuvre que nous avions bâtie ensemble. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous gardé la maison et l'argent pour vous venger en silence? Ou auriez-vous tout risqué pour forcer la vérité à éclater devant tout le monde? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires.